Je suis québécois, je connais ma culture québécoise, mais c'est quoi ma culture traditionnelle? À part la cabane à sucre, à part les rigodons, tecatins, les violons et danser au jour de l'an, je la connais pas beaucoup ma culture, mais je sais qu'il y a des pièces de vêtements très typiques avec la culture traditionnelle québécoise, notamment les couleurs des patriotes, c'est pas l'Italie, c'était la tuque des patriotes que ma mère avait. Je l'adore d'amour. Ma mère est la tuque. Et l'autre accessoire que j'ai jamais vu, dont j'ai entendu parler, c'est la ceinture fléchée. Et j'ai l'honneur d'avoir rencontré Renaud Saint-Laurent, artisan du fléché, qui est avec nous pour en parler aujourd'hui. Salut Renaud! Salut Alexandre! Bienvenue à l'effet balle de neige. Merci de l'invitation. Et ça me fait plaisir parce que là, j'ai besoin que tu me parles de ta passion pour le fléché. Pourquoi tu fais ça? Comment ça fonctionne? Et comment t'es venue l'idée de reprendre cette tradition québécoise-là? En fait, c'est un ami qui faisait des collections d'antiquités du Québec liées au sport. Okay. Fait que des vieux skis, des vieilles raquettes, des choses comme ça. Puis évidemment, se mêlait à sa collection des ceintures fléchées. Puis c'est là que j'ai commencé à vraiment plus en voir, avoir l'occasion d'en toucher, puis de les regarder comment c'est fait, puis tout ça. Puis avec le temps, j'ai comme compris que c'était une part de notre culture, dans le sens où que c'est quelque chose qui est né ici, sur le territoire québécois. Ouais. Puis que si on fait pas attention, on va le perdre. Exactement. Si on fait pas attention, c'est quelque chose qui va un peu disparaître ou qui va être un peu corrompu, dans le sens où on n'en voit plus de fléchés. Non, exactement. Puis moi, j'avais jamais croisé de fléché avant de voir sur ton sac à dos, justement, le fléché, ta ceinture fléchée. Ouais, exactement. Celle-là, oui. Ouais, donc c'est du tressage qui est la technique. Exact. Et là, comment ça fonctionne? C'est brin par brin, couleur par couleur? Oui, c'est brin par brin, couleur par couleur. En fait, dans celui-là, on peut voir que j'ai 3 cœurs. Donc, elle est un peu plus compliquée, mais pour commencer, on arrive ici, on prend un fil d'un côté, puis on l'envoie de l'autre. Comme vous pouvez voir, on l'envoie entre les fils d'en arrière et les fils d'en avant. Puis l'idée, c'est de prendre des fils une fois avec le majeur, une fois avec l'index, pour tranquillement faire le croisé, pour aller porter notre fil bleu pâle ici. Puis là, ici, c'est la particularité du fléché, on change de fil. Donc, j'ai laissé mon fil bleu pâle, puis je pars avec mon fil bleu foncé, pour aller continuer à descendre comme ça. Un motif, c'est-à-dire mettons une flèche, là, une tête de flèche, là, c'est à peu près 45 minutes. Ah oui. Là, je suis rendu à, je pense, une trentaine de flèches. Je m'attends à friser le 50. Donc ça donne une idée là, du temps. Donc combien de temps pour réaliser toute la ceinture? Ça devrait être, incluant l'ourdissage puis les franges, qui sont niaiseusement longues des fois. Les franges, là, c'est les tresses qui sont au bout. Ça devrait être autour de 80 heures. Donc, c'est pas si pire. Il y avait des ceintures, des fois, qui étaient soit typiques avec les couleurs de famille. Oui, effectivement. Évidemment, là, j'ai pas mes sources, mais je pense qu'il y a fait effectivement cette intention-là de prendre des couleurs, prendre des motifs pour certaines régions, certaines villes ou certaines familles. Mais justement, à cause de la courte vie du fléché, finalement, parce que les premières ceintures ont été évaluées à autour de, je pense, c'est 1750. Et avec la révolution de 1837, veut pas, ça donne donc 90 ans d'histoire. C'est pas vraiment assez. J'ai l'impression, encore une fois, je dis ça, puis c'est mon opinion, là, j'ai pas de source. Je crois qu'il y a comme pas eu assez de temps pour que les motifs s'installent finalement dans les différentes régions. Par contre, il y en a que je pourrais vous montrer tantôt, il y en a qui ont le motif qui s'appelle l'Assomption, le lieu de naissance du fléché, ou il y en a une qui s'appelle carrément l'Acadienne. Donc c'est certain qu'il y avait une intention de s'approprier certaines couleurs, certains motifs, mais ça n'a jamais vraiment eu le temps de s'installer. Si on regarde le blanc, qui fait vraiment ce qu'on appelle l'éclair, ça, c'est le motif, l'Assomption. Donc, l'Assomption ou l'éclair. Et la variation, si on regarde le grand bleu, elle,
les losanges grand bleu ne sont pas joints. Ça, c'est le motif qu'on appelle la flamme. Et là, moi, je disais que tu révolutionnais le fléché. Ah non, je révolutionnais pas. OK, donc... C'est que le fléché, c'est une technique de tressage, c'est une technique textile, ça fait un vêtement. C'est possible de faire des rideaux, c'est possible de faire quoi que ce soit. C'est n'importe quoi avec ça, c'est juste long. Mais c'est certain que c'est possible de faire des objets pratiques, des fois. J'ai fait, c'est ça, c'est possible de faire des cravates, des coffres à crayons, toutes sortes de choses qui se fait en tissu. C'est quelque chose qui se fait en fléché. Je vais vous présenter deux de nos historiens qui ont travaillé là-dessus. Monsieur Marius Barbeau, ethnologue, a travaillé énormément sur la ceinture fléchée, les totems amérindiens et les chansons traditionnelles, autant au Québec qu'en Colombie-Britannique. Il a travaillé beaucoup dans ces deux provinces-là. Et le travail qu'il a fait pour le fléché a vraiment beaucoup aidé à préserver finalement toutes ces connaissances-là. Puis de la même façon, Monique Genet-Leblanc, elle a fait, ça c'est en fait le livre de sa thèse. Ce qu'il rajoute, c'est qu'elle a appris à le faire. Monsieur Barbeau a pas appris la technique, il a appris la ceinture, mais il en avait pas fait, alors que Madame Genet-Leblanc a fait des œuvres magistrales. Ça c'est dans les livres que je trouve intéressants. Puis je voulais aussi présenter celui-là de Madame Yvette Michelin, entre autres, particulièrement parce que c'est un livre récent. C'est pour démontrer qu'il y a encore des livres qui se font sur la technique, il y a encore des choses qui paraissent. Et c'est encore pertinent de le préserver comme ça, de le garder en vie. Alors, mesdames, messieurs, encore une fois, merci beaucoup à Renaud Saint-Laurent d'avoir été avec nous à l'effet balle de neige. Québécois de souche, Québécois de racines, Québécois de cœur. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo-là sur un pan traditionnel, culturel important de la culture québécoise. Pour l'effet balle de neige, je vous dis bonne Saint-Jean-Baptiste, bon été, bonne vie.